à mon fils. Bonsoir. Je suis d'abord très très content de vous retrouver pour un nouveau moment passé entre nous avec la Grèce en page ce soir consacré au conte avec le livre. Pardon, je joue avec, voilà, Contes de Grèce traduit par Gilles de Corvée. Je voulais vous présenter la nouvelle carte de l'association, mais je viens, la voilà, avec le sublime, je ne sais pas si on la voit bien, voilà, je vous la présente, Déborah. Voilà, avec le sublime logo, je vous le rappelle, dessiné par Yana Andreadi. Ça, c'est la belle surprise de la journée. Je vais donc vous parler de ce livre de Gilles du Corvée et je vais commencer par vous lire son introduction qui, en quelques mots, vous verrez, sans bavardage inutile, explique presque tout. C'est parti. Depuis une dizaine d'années maintenant, je pratique ce qu'il est convenu d'appeler l'art du conte. Il faut comprendre par là que régulièrement je me produis comme conteur dans des bibliothèques, des écoles ou sur des scènes de théâtre pour partager avec le public des récits drôles ou magiques. Petits et grands, pendant ces conteries, se laissent captiver par ces histoires étranges qui les emportent sur les voies de leur imaginaire personnel puisqu'ils sont libres de créer en guise d'illustration leurs propres images. Tous les contes du monde ont ce pouvoir. C'est aussi le cas de ces récits venus de Grèce. Venus de Grèce? Vraiment? Oui, si l'on considère qu'ils ont bel et bien puisé auprès de personnes, souvent analphabètes, parlant grec, puis fidèlement retranscrits par divers collecteurs avant d'être réunis sous forme d'ouvrages par Yorgos Megas, le recueil Hellenica Paramithia paru aux éditions Estia en 1927 pour la première fois, ou Yorgos Ioannou Paramithia tu Laoumas chez Hermis en 1974. Si l'on garde à l'esprit le fait que les contes se rient des frontières, qu'ils sont d'éternels voyageurs transmis de bouche à oreille, à jamais répétés et chaque fois déformés comme des êtres surnaturels qui n'en finissent pas de se métamorphoser. Ma propre démarche de conteur est fidèle à cette tradition. Ni folkloriste, ni auteur, je suis un passeur d'histoire, un narrateur, un comédien de passage qui trimballe sur son dos un sac rempli de fables où j'aime à puiser. Publier à l'occasion de ce genre de contes peut être utile afin de mieux les faire connaître, les dire en public. Moi, j'ai choisi de les lire et non pas de les dire, pour les faire résonner devant des auditeurs forcément plus riches encore. Mais après tout, la publication n'empêche pas la narration publique. Elle peut même la susciter parfois. N'est-ce pas en lisant d'abord ces légendes en grec que l'envie m'est venue ensuite de les raconter dans ma langue maternelle? Lors du passage d'une langue à l'autre, les écarts sont assez flagrants, je le reconnais volontiers. Tels que présentés dans les pages qui suivent, ces contes de Grèce en français prennent une allure inédite. En version originale, en effet, les contes populaires grecs semblent souvent secs, directs, factuels, dépourvus de description, de psychologie, d'explication.
Pour les auditeurs francophones, à mon sens, une certaine liberté d'adaptation s'impose. J'espère avoir su le faire en gardant toujours à l'esprit ceci, c'est la parole qui compte, la fantaisie des mots et des trames. Le conteur, lui, ne fait que passer. Merci à ceux qui vont l'écouter. Pour cette édition, les textes s'accompagnent de très belles illustrations d'Emilia Stepien. Je vous refais voir le livre et vous pourrez constater en le lisant, car je vous le conseille fortement, de très très belles illustrations. J'ai choisi 2 contes donc tirés de ce livre. Le premier s'appelle Le prince de farine. Je commence la lecture. Mia fora che l'antero, un roi et une reine qui avaient une fille en âge de se marier, et les parents se désespéraient car la princesse refusait d'épouser tous les fiancés qu'on lui faisait rencontrer. Son père avait beau lui présenter tel jeune homme, lui montrer le portrait de tel autre, chanter les louanges d'un troisième, rien à faire. La fille ne voulait pas de ses prétendants, car toujours elle rêvait de l'homme idéal. Un jour enfin, elle demande au roi, « Mon père, peux-tu s'il te plaît me faire apporter dans ma chambre un sac de farine, un sac d'amandes et un sac de sucre ?» Son père cède à son caprice et lui fait livrer les produits demandés. La princesse alors s'enferme à clé dans sa chambre et interdit à quiconque de la déranger durant 40 jours et 40 nuits. Là-dessus, elle se met au travail. Elle brise les amandes, en retire les fruits qu'elle met à peler, puis elle pétrit la farine, ajoute les amandes, le sucre et façonne un garçon magnifique. Cela fait, elle s'allonge sur le corps de l'homme et se met à lui susurrer d'une voix douce au creux de l'oreille. « Eh bien, mon amour, tu ne veux pas me parler? Eh bien, mon tendre, tu ne veux pas me causer ?» Durant des jours, elle répète ces incantations, la voilà tellement épuisée que tout en suppliant, elle se met à pleurer. Ses larmes coulent sur le garçon et le 40e jour, elle entend l'homme de farine prononcer dans un bâillement, « Oh, moi qui dormais si bien, tu m'as réveillé ?» Aussitôt la princesse interrompt ses pleurs et folle de joie, bat ses mains. Elle ouvre la porte de sa chambre, annonce à ses parents, « Mon père, ma mère, voici l'homme que je veux épouser, ce sera lui et pas un autre. » Le roi et la reine sont très soulagés de voir leur fille accéder enfin à leur désir. Le fiancé qu'elle leur présente a fort belle allure. Les traits de son visage ont la douceur des prés, il a de beaux yeux en amande et un sourire des plus aimables. On procède aux préparatifs du mariage, on fait coudre pour la mariée une robe toute blanche avec dentelle et voile de tulle, et quand sonne l'heure de la noce, la cérémonie se déroule, splendide. Le prince de farine émerveille tout le monde, la princesse rayonne, les parents sont fiers de leur fille et de leur gendre, on danse toute la nuit et chacun dans le royaume participe à la joie collective. La noce est si grandiose que la nouvelle du mariage se répand bien au-delà des frontières. Dans de nombreux pays, elle parvient aux oreilles d'un roi qui possède également une fille. Or, celle-ci avait entendu parler des qualités du prince de farine, de sorte qu'elle rêvait, elle aussi, de pouvoir l'épouser. En apprenant qu'il était maintenant marié à la princesse du premier royaume, la demoiselle sombre dans un profond abattement. La voici malade. Elle se couche, se drape dans une literie noire et aspire à la mort.
tant elle est possédée par la jalousie. Ses parents ont beau tenter de la raisonner, lui dire qu'il est maintenant trop tard, puisque l'homme de farine est marié à une autre princesse. La jeune fille est au désespoir, si bien que, craignant de la perdre, le roi lui promet d'agir. Écoute, pour attirer ce jeune homme chez nous, je vais envoyer dans son pays une frégate chargée d'objets en or, d'argenterie et de vaisselle en cristal. Vite, on affrète un navire, le roi fait venir le capitaine et lui ordonne. Avec ton bateau, tu iras jeter l'ancre dans le port de l'île où vit le prince de Farine, au pied du palais. Il faudra l'attirer à bord avec tes marchandises. Un membre de l'équipage fera le guet, et sitôt que le prince mettra le pied sur le bateau, vous larguerez les amarres pour voguer sans délai jusqu'ici. Et prenez garde que les gens de l'autre île ne se doutent de rien. C'est bien compris? Une fois le navire paré, la frégate s'élance. Elle fend les flots et aussitôt va mouiller au-dessous du château royal où vivent le prince de Farine et sa femme. À la vue du bateau, le lendemain matin, les servantes vont au renseignement, puis se retournent auprès de leur maîtresse. Madame, il y a une frégate amarrée dans le port où on peut acheter des marchandises en or, en argent, en cristal. Tout le monde y va pour faire des achats. La princesse encourage son mari. Si tu alliais, toi aussi, pour voir ce qu'ils ont à vendre. Et pourquoi ça, répond l'homme avec ennui, l'homme de farine. Nous ne manquons de rien. J'aime bien les cadeaux, moi, et la nouveauté. Mais le prince refuse. Les servantes se rendent sur le bateau, admirent les objets qu'on y propose, retournent chez leur maîtresse, décrivent les merveilles aperçues. Vas-y donc, insiste la princesse auprès de son mari. Fais-moi plaisir, de guerre lasse. Le prince accepte de s'y rendre. Il descend donc au port. Là, il fait signe au canotier de venir le prendre, tandis qu'à bord de la frégate, on l'observe avec attention. Il appelle la chaloupe, signale au capitaine le guetteur posté sur le bateau. Les canotiers s'approchent avec leur barque. Le prince de Farine demande. Il paraît que vous avez de la belle marchandise à bord du navire. Elle n'est pas seulement belle, répondent les gars de la chaloupe. Elle est extraordinaire. Le prince embarque. Les 6 rameurs souquent. À peine le prince est-il monté à bord de la frégate que celle-ci lève l'ancre et hisse les voiles. Le bateau fend l'écume des vagues, l'homme de farine est emporté loin de sa femme jusqu'au château de l'autre roi où il est attendu. Dès qu'il a mis les pieds, la princesse lui donne à boire un philtre qui lui fait perdre instantanément la mémoire. Il en oublie aussitôt sa femme, s'installe dans ce nouveau pays dont il épouse la princesse. Mais laissons le prince de Farine en compagnie de sa seconde épouse et allons voir ce que devient la première. Celle-ci est toute surprise de ne pas voir son homme de farine au repas de midi. Elle demande « Eh bien, où est-il, mon mari? Encore sur la frégate ?» « La frégate est repartie, madame, » s'entend-elle répondre. « Repartie? Et le prince de Farine, où est-il? » Dieu seul le sait, madame. Elle cherche partout dans le palais, le jardin, le port, la ville. Elle a beau chercher, rien n'y fait. L'homme de farine est introuvable. Elle se met à pleurer au grand âme de son père. Voyons, ma fille, ne pleure pas. Comment ne pas pleurer? Le prince a disparu. Je veux mon mari. Où veux-tu qu'on le trouve? C'est un peu de ta faute aussi. Quelle idée de l'envoyer à bord de ce bateau pour y faire des achats. Puisque c'est ainsi, je pars à sa recherche. La princesse dit adieu à ses parents et s'en va. Elle s'en va, elle marche longtemps, elle marche sans s'arrêter. Durant des jours, des nuits, elle parcourt le monde. Elle marche si longtemps qu'elle devient méconnaissable. Un jour, dans sa marche, elle arrive à une petite maison où vit une vieille femme étrange.
Celle-ci est en train de nettoyer son four pour y mettre ses pains, mais elle ne le fait pas avec un chiffon, ni avec un balai, ni avec les mains, mais avec les seins. Ah ça, lui dit la princesse, tu t'y prends mal, bonne mère, voyons, ce n'est pas comme ça qu'on nettoie un four, ni qu'on enferme ses pains. Je vais te montrer. Elle lui fabrique un écouvillon, c'est-à-dire un de ces balais munis d'un chiffon qu'utilisaient les boulangers dans le temps pour nettoyer leur four. Elle lui fabrique aussi une pelle de boulanger et lui montre comment faire. Regarde, bonne mère, tu vois, ce sera plus facile. Ah, ma fille, merci. Le bon Dieu te ronde ce bien que tu m'as fait. Je n'ai pas fait grand-chose, mais que le ciel t'entende. De quoi as-tu besoin, ma fille? De choses impossibles. Quoi donc, ma fille? J'ai quelques pouvoirs, tu sais. Je suis la mère du soleil. Du soleil? Alors je vais l'attendre pour qu'il me dise comment retrouver mon mari, le prince de farine. Oh là là, ma fille, certainement pas, le soleil. Tu ne le connais pas, c'est un ogre. Si tu le trouves ici, il te mangera. Non, je veux l'attendre et lui raconter ma peine. Peut-être pourra-t-il m'aider. Cache-moi quelque part. Mais je n'ai pas de place où te cacher. Or, le soleil ne va pas tarder à rentrer chez lui, car la nuit approche et l'astre descend à l'horizon. La princesse pleure tant que la vieille se décide à la cacher derrière les balais. Une fois le soir tombé, le soleil disparaît derrière le paysage et rentre à la maison en arrivant. Il salue. Bonsoir, mère. Bonsoir, mon fils. Bonsoir. Dit le soleil en reniflant par-ci, par-là. Dans ce coin-ci ou celui-là, ça sent la chair humaine. Et où est-ce qu'elle est, cette chair humaine? Tu peux me le dire, je suis ta mère, voyons. Tu veux peut-être me manger, moi? Ne parle pas de malheur, maman. Alors attable-toi plutôt, que je te serve à dîner. La vieille attrape l'alambic où mijote l'alcool de raki. Elle en verse à son fils, lui apporte du pain, des plats cuisinés, le soleil mange et boit avec appétit. Le voilà rassasié. Eh bien, mon fils, tu en veux encore? Non, mère, je n'ai plus faim. Encore une petite morse, une petite goutte. Non, maman, je ne veux plus rien avaler. Je vais donc te présenter une amie qui en a gros sur le cœur et qui aimerait te parler. Tu peux sortir, ma fille, cria-t-elle à la princesse. Viens raconter tes peines. La princesse alors sort de sa cachette et se met à supplier. Mon soleil, mon cher soleil, à la tête ronde, brillant, clair, éclatant de toutes choses, illumine, qui éclaire la terre et connaît le monde. As-tu vu mon mari, le prince de farine? Mais comment aurais-je pu le voir? S'exclama le soleil. Moi, j'apparais le matin et disparais le soir. La nuit, je ne vois rien. Va plutôt questionner la lune. Moi, je veux t'aider, mais tiens, prends une noix. Elle pourra t'être utile. La vieille dame donne une noix à la princesse qui dit au revoir et s'en va trouver la lune. Elle marche longtemps, elle marche, enfin elle arrive à une petite maison où vit une vieille femme qui prépare le repas. C'est la mère de la lune. La princesse lui donne un coup de main, puis s'entend dire par la vieille. Merci de ton aide, mais maintenant tu dois partir si vite, car ma fille va bientôt rentrer. Justement, je veux l'attendre pour lui parler. Lui parler, tu n'y penses pas, c'est une ogresse. La lune, si elle te voit, elle te mangera. Je veux lui raconter ma peine, elle m'aidera peut-être à trouver mon mari. Cache-moi quelque part. Comme si j'avais de la place pour te cacher. Ma maison est bien trop petite. Je dois lui parler, aide-moi, supplie la jeune femme. La vieille femme finit par ouvrir un placard et la princesse va s'y cacher. Une fois le jour levé, la lune disparaît et à l'horizon et rentre chez elle. En arrivant, elle salue. Bonjour, mère, bonjour, fille. Bonjour. Dit la lune en reniflant par-ci ou par-là. Dans ce coin-là ou celui-là, ça sent la chair humaine.
La chair humaine, quelle idée! C'est moi ta mère qui ai cette odeur. Tu ne veux pas me manger? Ne parle pas de malheur, maman. As-tu préparé le dîner? Oui, je t'ai cuisiné le bon petit plat. Assieds-toi. La lune s'attable, dévore, boit goulûment, puis reprend son assiette. Eh bien, ma fille, tu en veux encore? Non, mère, je n'ai plus faim, décidément. Si je t'offrais de la chair humaine à cette heure, tu en mangerais? Oh là là, non, merci, j'ai le ventre plein. Eh bien, tant mieux. Sors de là, dit-elle à la princesse, et viens nous parler. La princesse apparaît et se met à supplier. Ma lune, ma chère lune, à la tête ronde, brillante, claire, éclatante, qui toute chose illumine, qui éclaire la terre et connaît le monde, as-tu vu mon mari le prince de farine? Hélas, répond la lune, je ne vois pas tout, tu sais, je sors seulement le soir, et encore pas tous les soirs. Mais si tu allais questionner les étoiles du ciel, elles sont si nombreuses que forcément l'une d'entre elles l'aura vu. Mais laisse-moi t'offrir un cadeau, père. Donne-lui une amande. La princesse emporte l'amande, le cœur gros, l'âme en peine. Elle dit au revoir et s'en va trouver les étoiles. Elle marche, longtemps elle marche. Enfin, elle arrive à une petite maison où vit une vieille femme qui prépare le repas. C'est la mère des étoiles. La princesse l'aide à pétrir la pâte, à faire la cuisine. Juste avant l'aurore, la vieille la prévient. Oh là là, il est tard maintenant. File vite avant que les étoiles arrivent, parce qu'elles te mangeront, ces œufs grillonnent. Pourrais-tu me cacher, bonne mère, pour que je puisse leur parler? Mais te cacher, je n'ai pas la place, et si tu échappes à l'une des étoiles, c'est une autre qui te mangera. Mais la jeune femme pleure si fort que la vieille finit par ouvrir une porte, derrière laquelle se cache la visiteuse. Bientôt arrivent les étoiles, les unes après les autres. Bonjour, mère, dit l'aîné des étoiles. Bonjour, mon enfant, bonjour. Dit l'étoile en reniflant par ici ou par là, dans ce coin-ci ou ce coin-là. Ça sent la chair humaine. La chair humaine, à quoi penses-tu? C'est moi, ta propre mère, que tu sens. Tu veux me manger? Eh bien, vas-y, mange-moi. Ne parle pas de malheur, maman. Les étoiles défilent. Bonjour, mère, bonjour, mère. Bonjour, mère. Bonjour, les enfants, bonjour, asseyez-vous. Je vous ai préparé un repas, vous m'en direz des nouvelles. Les étoiles se régalent, puis le repas terminé, la mère demande. Eh bien, les enfants, satisfaits? Oh oui, maman, répondent les étoiles, c'était délicieux. Et si je vous proposais de la chair humaine à cette heure, vous en mangeriez? Oh là là, non, s'écrient les étoiles. Bon, dans ce cas, tu peux sortir, dit la vieille à la princesse. La jeune femme ouvrit la porte, et la voilà qui dit. Mes étoiles, mes chères étoiles, la tête ronde, brillante, claires, éclatantes, qui toutes choses illuminent, éclairent la terre et connaissent le monde, avez-vous vu mon mari, le prince de farine? Le voir? Comme ça, répond l'aîné des étoiles. Nous sortons le soir et le matin nous allons nous coucher. Le jour, on ne voit rien. Mais la plus jeune des étoiles s'écrie. Mais si, moi je l'ai vu. Fâché de cette intervention, l'aîné donne une gifle à la plus petite. Tiens, ça t'apprendra à faire ton important. Laisse-la parler, supplie la princesse, car je cherche mon mari désespérément. Où l'as-tu vu, mon petit? Vers des maisons blanches, répond la jeune étoile. Emmène-moi là-bas, demande la femme. Non, elle restera ici, gronde l'aîné. Je ne le dirai à personne, insiste la princesse. Aide-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, d'accord, vas-y, consent l'aîné. Mais ne traîne pas en route, vous autres. Donnez-lui une noisette. La princesse prend la noisette et monte sur la jeune étoile, qui prend son envol et l'emmène à travers le ciel jusqu'une ville blanche surmontée d'un château. L'astre dépose la fille, lui souhaite bonne chance et repart dans les airs.
La princesse, qui n'a plus du tout une allure de princesse, avec ses habits déchirés, poussiéreux, s'en va frapper à la porte du palais. Aux servantes qui l'interrogent, elle demande: Pourriez-vous demander à votre maîtresse si elle accepte de me loger dans une chambrette? Je suis étrangère et je n'ai pas d'argent. La châtelaine, apprenant cela, tolère qu'elle aille s'installer dans une sombre pièce du sous-sol. Plus tard, quand notre amie la princesse croise dans les escaliers le prince de farine qui ne le reconnaît pas, elle en est bouleversée et s'en va pleurer amèrement dans sa chambre durant toute la nuit. Au matin, espérant un miracle, crac, elle brise la noix reçue dans la première maison et sidérée, elle voit apparaître un rouet tout en or, rutilant comme le soleil. En l'apercevant, les servantes sont éblouies et montent l'escalier pour raconter cela à leur maîtresse, qui les renvoie vers la princesse pour lui demander: Quelle somme demandes-tu pour le prix de ton rouet? À quoi la jeune femme répond: Si je devais m'en débarrasser, je ne le serais pris à l'envers. Je ne le vendrai pas, ni pour l'or, ni pour de l'argent, répète aux servantes la princesse. Dites à votre maîtresse qu'en échange de mon rouet, je veux mon mari, le prince de farine, le temps d'une nuit. Quoi? S'étrangle de fureur la souveraine à ces mots. Comme mon amour, tu ne veux pas me parler? Eh bien, mon tendre, tu ne veux pas me causer? N'est-ce pas moi qui t'ai modelé? N'est-ce pas moi qui t'ai façonné? Le prince de farine, dans son rêve, entend la voix et croit la reconnaître, mais du fond de son sommeil, il est incapable de réagir, de sorte que sa femme l'évoque en vain jusqu'au petit jour. Les servantes alors viennent reprendre leur maître, qui, là-haut dans sa chambre, se réveille peu à peu, tandis qu'en bas la princesse est au désespoir. Un jour passe, puis deux, la fille craque, brise la noix reçue de la lune, et aussitôt, par exemple, apparaît une quenouille tout en or. Les servantes, la voyant, montent à l'étage pour signaler l'objet à leur maîtresse. Ah, madame, lui disent-elles, si vous la voyez, cette quenouille, on dirait qu'elle est faite pour vous. Allez lui demander quelle somme elle exige pour sa quenouille, leur dit-elle. Cette fois encore, la princesse refuse de vendre le précieux objet, disant qu'il est sans prix. La patronne des servantes insiste, et la fille s'obstine à refuser, à moins qu'on lui prête le prince de farine pour une deuxième nuit. La maîtresse de maison hésite, puis y consent. Elle fait voir le philtre à son époux, qui, tout endormi, se voit transporté dans la chambre de la princesse. Celle-ci ferme la porte, et toute la nuit, elle cajole son mari, lui caresse le front, lui murmure au creux de l'oreille: Eh bien, mon noisette, reçut des étoiles, et aussitôt apparaît une poule tout en or avec des poussins dorés. Quand les servantes aperçoivent l'animal et ses petits, vite elles remontent vers leur princesse, qui les renvoie
demander à la femme quel prix elle en veut, mais comme la princesse refuse l'or et l'argent, pour exiger le prince de farine, l'espace d'une nuit, la maîtresse de maison cède à nouveau et tend à son mari une coupe transporte encore une fois vers sa première femme, qui s'enferme à clé avec lui dans la chambre. La voici qui redit: Eh bien, mon amour, tu ne veux pas me parler, eh bien, mon tendre, tu ne veux pas me causer. Le prince de farine ouvre enfin les yeux. Un instant s'exclama-t-il: Qui es-tu, toi, d'abord? Te revoilà. Vite, filons d'ici, répond son mari. Ils profitèrent de l'obscurité de la nuit pour s'enfuir. Ils quittèrent le palais, regagnèrent le pays et vécurent très heureux. Et toutes ces larmes que la première princesse avait pleurées, c'est la deuxième qui, depuis ce temps, les morts, Thémis Callitéra. Ce conte, est librement adapté du livre d'après un conte populaire de Lys de Skiathos dans les Sporades, intitulé Osimygdalenios. Voilà le premier. Je crois que j'ai encore un peu de temps pour vous lire le deuxième texte qui s'appelle Les bébés magnifiques aux fontanelles d'or. Miafora Kenankero, trois sœurs vivaient ensemble sur l'île de Skiathos, encore les Sporades. Elles étaient si pauvres qu'elles travaillaient même la nuit, enfermées dans leur maison. En travaillant, elles causaient, se racontaient des histoires fantastiques afin de rêver un peu. Un soir, l'aînée, dit aux autres: Ah, si seulement à cette heure je pouvais me trouver au palais du roi dans sa salle à manger, je mangerais tous les plats qu'il y a sur la table et je me remplirais l'estomac. Oh, moi, s'écria la deuxième, si j'étais au palais du roi, j'aimerais mieux me trouver dans la salle au trésor, parce qu'alors je ramasserais d'autant d'écus que je pourrais, je les rapporterais ici et nous vivrions comme des princesses. Enfin, la plus jeune dit à son tour: À moi, manger un bon repas ou ramasser des pièces d'or, cela ne me suffirait pas. Non, moi, j'ai une autre idée, parce que la nourriture, une fois qu'on l'a digérée, on a de nouveau faim. Et les écus, quand on les a dépensés, on n'en a plus. Non, moi, si maintenant je pouvais aller au palais du roi, vous savez ce que je ferais? Je demanderais à Sa Majesté de m'épouser. Ainsi, je vivrais comme une reine jusqu'à la fin de mes jours, et si j'étais reine, croyez-moi, c'est le roi qui serait content, parce que d'alors, je lui donnerais trois beaux enfants, trois bébés magnifiques, aux fontanelles d'or et au crâne étoilé. Mais laissons les trois pauvres filles à leurs rêves fantastiques et rendez-nous justement au palais du roi. Le roi du pays avait une police très bien organisée. Tous les soirs, il envoyait une patrouille chargée de parcourir les rues afin d'écouter ce que les gens racontaient dans leur foyer, puis chaque matin de venir lui répéter ce qu'elles avaient entendu. Ce matin-là, donc, une fois que les gardes eurent fini leur tournée, ils vinrent raconter au roi les conversations qu'ils avaient surprises, et ils signalèrent nos trois sœurs, rapportant que dans cette maison, trois jeunes filles avaient dit ceci, cela. D'abord la première à propos des repas, la deuxième du trésor, et la troisième du mariage. En entendant cela, le roi ordonna à l'un de ses gardes: Va me chercher
la plus grande. Allez, va. L'homme obéit. Il se rendit chez les 3 sœurs. Là, il déclara à l'aînée: sur ordre du roi, tu dois me suivre. Sa Majesté te convoque. Le roi me convoque, moi? Mais qu'est-ce qu'une miséreuse comme moi peut avoir à faire au palais? Suis-moi, rétorqua le garde, sinon je te ligote et je t'emmène de force. Eh bien, vas-y, lui conseillèrent ses sœurs, tu verras bien ce qu'il te veut. Si bien que la jeune fille suivit le garde jusqu'au palais. Elle était du genre effronté et ne se laissa pas impressionner. Pénétrant dans la salle du trône, le roi lui fit signe d'approcher. Votre grandeur, s'exclama-t-elle, sans attendre que le roi l'interroge, me voici, je suis venu vous faire la révérence. Que comptez-vous me faire? Me trancher la gorge? Me découper en petits morceaux? Me tremper dans l'huile bouillante? À ce mot, le roi éclata de rire. Tu ne manques pas d'imagination, toi. Non, j'aimerais surtout te poser une question. Hier soir, que racontais-tu à tes sœurs? Moi? Oh, oh, rien, votre grandeur, 3 fois rien, de quoi bien causer 3 orphelines. Elles se racontent leur misère. Majesté, elles s'inventent des histoires en se montant le bourrichon. Je veux, insista le roi, entendre précisément ce que tu as raconté. Devant le silence de la jeune fille, le roi se tourna vers l'un des gardes et lui demanda: peux-tu me répéter ce que cette demoiselle disait hier soir? Elle disait, Majesté, qu'elle aurait voulu se trouver dans votre salle à manger pour y goûter tous les plats. Oh, Majesté, se récria la jeune fille, si j'ai exprimé une chose pareille, ce n'était pas pour de vrai, ce n'était rien que des fantaisies. Eh bien, répliqua le roi, tu le reconnais? C'est vrai, avoua-t-elle, en regardant le bout de ses pieds. Pendant la conversation, j'ai imaginé que si j'avais la chance de me trouver dans votre salle à manger, je mangerais tout ce qu'il y a sur la table. Garde, réagit le roi. Emmène cette fille à la salle à manger, laisse-la goûter tous les plats, puis raccompagne-la chez elle et fais venir sa deuxième sœur. Le garde conduisa la jeune fille à la salle à manger et les domestiques lui apportèrent une quantité de plats délicieux. La pauvre, elle ne savait ni comment se tenir à table, ni comment se servir de fourchette et de couteau. Mais qu'importe, elle s'assit, mangea et se régala, le ventre plein, elle rentra chez elle. Ce fut alors au tour de la deuxième sœur d'être invitée à suivre le garde au palais. Le roi veut te voir, suis-moi, ordonna le gendarme. Mais, s'exclama la deuxième, bouleversée, mais que me veut sa majesté? Il te l'expliquera lui-même, alors suis-moi. Voilà, j'arrive, dit-elle. D'ailleurs, ma sœur y est allée, et ça lui a plutôt porté bonne chance. Approche, jeune fille, dit le roi, la deuxième sœur, quand un instant plus tard elle se présente devant lui, et dis-moi, que racontais-tu hier soir dans ta maison? Oh là là, majesté, pas grand-chose, croyez-moi, rien que des histoires drôles qu'on se raconte entre sœurs, des fables, des contes de fées qui nous passent par la tête. Je veux savoir ce que tu as dit, insiste le roi. Bon, finit-elle par avouer, en baissant la tête, si j'ai dit comme ça, que si jamais je me trouvais dans votre salle au trésor, eh bien, je me remplirais les poches de pièces d'or et emmène-la à la salle de trésor, dit le roi. Laisse-la prendre tous les écus qu'elle pourra, puis vous irez me chercher la troisième. On emmena la deuxième sœur, tout émue, à la salle du trésor, et en voyant ces merveilles, elle n'en crut pas ses yeux. Elle remplit de pièces d'or les manches et les pans de sa robe. Elle s'en remplit les mains, puis voyant qu'elle n'en pouvait pas plus emporter, elle retourna chez elle. Pour la troisième convocation, le garde dit à la plus jeune des 3 sœurs: le roi veut te voir, toi aussi, suis-moi. Oh là là, s'écria-t-elle, mais qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Te voir, allez, suis-moi, et pas d'histoire. La jeune fille, à force d'insistance, finit par céder. Elle suivit le garde jusqu'au palais. Approche, lui dit le roi, et que disais-tu hier soir à tes sœurs pendant que vous travailliez? Je ne suis pas sûr de bien m'en souvenir, votre grandeur, pour ma part, je n'ai pas dit grand-chose. Répète ce que tu as dit.
Nous causions entre filles, pauvre roi. Nous faisions comme cela, nous faisons comme cela tous les soirs parce que cela nous fait du bien de causer. Et en ce qui me concerne, j'ai dit à un moment donné que je pouvais me marier avec votre majesté. Je lui ferai 3 beaux enfants, 3 bébés magnifiques, aux fontanelles d'or et au crâne étoilé. À cet instant, le roi sourit. Tu as dit cela? Vraiment? Serais-tu capable de me les faire, ces 3 bébés magnifiques aux fontanelles d'or et aux crânes étoilés? La jeune fille prit une profonde inspiration, regarda le roi droit dans les yeux, puis de lâcher. Oui, Majesté, je le peux. Eh bien, conclut le roi, tu es la femme qu'il me faut. Il la retient auprès de lui, l'empêchant de retourner chez ses sœurs. Il sort de la pièce, va trouver sa mère. Mère, dit le roi, tout content, je te présente ta belle-fille. Quoi, dit la mère, qui ne l'entendait pas de cette oreille. Tu vas épouser cette fille qui m'a tout à l'heure, qui m'a tout l'air d'une pauvresse. Oui, mère, je vais l'épouser. Elle m'a promis de faire 3 beaux enfants, 3 bébés magnifiques aux fontanelles d'or et au crâne étoilé. Oh, pour ça, tu ne dois pas t'en faire, lui répondit sa mère d'une voix aigre. Si tu veux dire par là que cette pauvre fille s'apprête à t'en faire voir de toutes les couleurs, ce n'est pas moi qui vais prétendre le contraire. En voilà une idée d'épouser une pareille drôlesse avec une robe trouée sur le dos et les pieds nus. Quelques jours plus tard, le roi épouse la 3e sœur en grande pompe. La fête est magnifique, même si la mère du roi fait une tête de 3 aunes de long, tant elle est fâchée de ce mariage inégal. Quelque temps plus tard, le roi est mobilisé. L'armée le convoque. Il doit partir à la guerre. Or, sa jeune femme est enceinte. Mère, dit le roi, je dois partir au combat. Prends bien soin de ma femme pendant mon absence. Si tu m'aimes, tu dois l'aimer elle aussi. Entendu, lui répond sa mère d'une voix hypocrite. Une fois prêt, le roi fait ses adieux et s'en va. Il part pour Byzance où il rejoint l'armée. Sa femme arrive au terme de sa grossesse. La voici prise de contraction. On fait venir la coucheuse. La jeune femme enfante un petit garçon, un bébé magnifique à la fontanelle d'or et au crâne étoilé. Mais la belle-mère est folle de rage et avec la complicité de la coucheuse, elle prend le bébé tout frais sorti du ventre de sa mère et hop, le lance par la fenêtre. Le nouveau-né atterrit dans la fosse à Purin. Là-dessus, la mère du roi remplace l'enfant dans le berceau par un petit chiot. Un ange arrive à tire d'aile qui retire le bébé de la fosse à Purin et l'emmène dans une grotte. Pendant ce temps, les 2 femmes complices couvrent d'un jour et rouent à coups de coups la pauvre accouchée, disant qu'elle a mis au monde un petit chien. Au bout de quelque temps, le roi revient de la guerre. Il arrive au palais, trouve sa mère à la porte. Bonjour, mère, te voilà mon fils, sois le bienvenu. Comment va ma femme? Comment elle va? Regarde, elle a accouché d'un chien, cette vilaine sorcière. En disant cela, elle montre le chiot qu'elle a dans les bras, et elle lance l'animal par la fenêtre qui atterrit dans le fossé. Arrive l'ange, il recueille le chien et s'en va le déposer dans la grotte auprès du garçon. Tant pis si elle a mis au monde un chien, dit le roi, ce qui compte, c'est que ma femme se porte bien. Il monte, trouver son épouse, la malheureuse n'ose pas lui révéler ses brutalités qu'elle a subies pendant son absence. Le roi tient compagnie à sa femme, qui tombe enceinte encore une fois, revient pour lui de rejoindre l'armée. Il dit au revoir et part à nouveau pour le front dans la ville de Salonique. Sa pauvre épouse de nouveau se retrouve seule avec sa belle-mère. Parvenue au terme de sa grossesse, elle met au monde un 2e garçon, un bébé magnifique à la fontanelle d'or et au crâne étoilé, mais la belle-mère et la coucheuse jettent le 2e enfant
là où elles ont jeté le premier, le remplissent dans le berceau par un petit chat. L'ange arrive, qui prend le garçon pour le déposer dans la grotte où se trouve déjà le premier enfant et le chiot. Le mari s'en revient de guerre. Salut mon fils, voilà le travail, l'accueille rudement sa mère. Après avoir fait un chien, voici que ta sorcière de femme nous pond un chat. De nouveau, elle balance à toute folie l'animal, hop, dans la fosse à purin. L'ange arrive, il récupère le chat qui s'en va rejoindre dans la grotte les deux garçons et le chien. Ce qui compte, dit le roi, c'est que ma femme soit en bonne santé, et tant pis pour le chat. Il va retrouver son épouse dans la chambre. Celle-ci, par peur des représailles, n'ose pas dénoncer à son mari les violences qu'elle a subies de la part des deux mégères. Et au bout de quelque temps, la jeune reine se retrouve de nouveau enceinte. Or, le roi doit repartir à Babylone pour guerroyer à nouveau. Il se met en route et sa femme accouche une troisième fois, une petite fille maintenant, un bébé magnifique à la fontanelle d'or et au crâne étoilé. Mais la belle-mère jette le bébé comme elle a fait les deux garçons. À la place, dans le berceau, elle met un serpent. Et l'ange intervient à nouveau une nouvelle fois. Il recueille la petite fille et la dispose dans la grotte avec ses deux frères et les deux animaux. Après le chien, dit la méchante vieille à sa belle-fille, tu nous as fait un chat et maintenant tu accouches du démon au lieu de ces bébés magnifiques aux fontanelles d'or que tu nous avais promis. Quand ton mari rentrera, il te fera ton affaire. Et la malheureuse de pleurer. Que répondre à tant de cruauté? Le roi s'en revient de guerre. Mère, demanda-t-il, comment va ma femme? Comment elle va? Répondit-elle. Je vais te le dire, elle nous a fait un chien, tu n'as pas réagi. Elle nous a fait un chat, tu n'as pas réagi. Maintenant qu'elle nous a fait un serpent, cette fille a le diable au corps. Tu dois la chasser d'ici, sinon elle va tous nous dévorer. Mais le roi aime sa femme. Il monte la trouver dans sa chambre, tandis que la belle-mère, sur ses talons, glapit. Chasse-la, cette sorcière, chasse-la, mon fils. Le roi céda, ne sachant comment contredire sa mère. Bien, dit-il, faites comme bien vous semblera. Sitôt qu'il fut sorti, la belle-mère et la couchure empoignèrent la malheureuse reine pour la jeter dans la bourse à purin. Mais, rappelez-vous, l'ange intervient une nouvelle fois, il prit la femme, l'emporte dans la grotte, et elle retrouve ses trois enfants, le petit chien et le petit chat. Mais laissons la mère et ses enfants pour voir ce que devient le roi. Le pauvre était bien malheureux. Il avait possédé un tel chagrin, il était possédé, pardon, d'un tel chagrin qu'il ne le tenait pas en place dans son château, où l'air lui semblait irrespirable, si bien qu'il s'en alla chasser tous les matins. Un jour qu'il chassait loin de son château, il aperçut des enfants. On eût dit qu'ils brillaient comme le soleil. Il les entendit crier. Hé, Byzantin! Quoi donc, Salonide? Prends Babylonia avec toi et venez jouer par ici. Quand le roi s'approcha d'eux, les enfants prirent peur et se mirent à pleurer car c'était la première fois qu'ils voyaient un étranger. Ils coururent se réfugier dans la grotte où se tenait leur mère. Le roi s'approcha de l'entrée et cria « Qui est là? Une tête humaine ou un fantôme ?» La femme, en reconnaissant la voix de son mari, tomba à la renverse et perdit connaissance. Le roi sonna le clairon. Des soldats accoururent, auxquels il ordonna de pénétrer dans la grotte. Ils en tirèrent la femme, évanouie, qui bientôt revint à elle. Le mari et la femme se reconnurent. Alors elle lui conta ses malheurs et ce qu'elle avait enduré de la part de sa belle-mère. Le roi emmena sa femme, ses trois enfants, le chien et le chat. Tout le monde prit le chemin du château. Arrivé là, il déclara à sa mère « Mère, j'ai invité des amis à venir passer ici quelques jours. Je te prie d'être au petit soin avec eux. » La mère et la coucheuse, qui s'étaient définitivement installées au château, reconnurent les arrivants.
Elles se consultèrent à voix basse. Pas de doute, pas de doute, chuchotèrent-elles. C'est sa femme et ses enfants. Comment les a-t-il retrouvés? Débarrassons-nous d'eux une fois pour toutes, nous mettrons du poison dans le repas. On dressa le couvert et tout le monde passa à table, y compris la coucheuse. Mais les enfants dirent: Chez nous, nous donnons toujours d'abord à manger aux chiens et aux chats, et sans nuit, et ensuite, c'est nous qui mangeons. La mère du roi et la coucheuse échangèrent des coups de coude, mais que pouvait-elle faire? On jeta un peu de viande aux chiens et aux chats. Les animaux croquèrent la nourriture et tombèrent raides morts. Alors on comprit que le repas était empoisonné. Là-dessus, le roi déclara à sa mère et à la coucheuse: Cela ne vous a pas suffi de rejeter mes enfants et ma femme, de nous faire subir toutes ces horreurs. Voilà qu'en plus vous avez cherché à nous empoisonner. Il ordonna qu'on amène 2 bœufs. Sur l'un, il attachait d'un côté sa mère et de l'autre sac de noix. Sur l'autre animal, il chargea la coucheuse avec un autre sac de noix, puis il ordonna à 2 de ses hommes: Vous irez au bord du plus raide précipice. Là, vous les jetterez en bas, mais par petits bouts. Vous jeterez une noix, vous couperez un petit bout, vous jeterez une noix, vous couperez un petit bout. Ainsi firent-ils. En haut du précipice, ils tuèrent les 2 femmes. Alors enfin, débarrassés des 2 sorcières, le roi et la reine et leurs enfants purent s'installer au château. Leur façon de régner fut exemplaire et dans le pays, on s'en souvient encore. Ils vécurent heureux et nous aussi plus heureux encore. Québis, qualité. Ce conte est librement adapté du grec d'après un conte populaire de l'île de Skiathos intitulé Ta Chrissa que ta Chrysomili kata. Voilà, ces 2 contes sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en direct pour un nouveau numéro de la Grèce en page, en direct de Grèce, en direct de Grèce avec Nikos, qui vous en dira plus longuement la semaine prochaine. Et je voulais simplement vous dire qu'en septembre, nous vous proposerons de vous parler du livre Ciel de Grèce, toujours paru aux éditions du Jasmin, qui fait de très 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 beaux livres, du livre de Vonnie Dufossé, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Ciel de Grèce, comme vous pouvez le voir, un livre où elle parle de nostalgie, pardon, mais aussi où elle invente un avenir pour la Grèce. Je terminerai ma petite intervention en vous parlant du conte, sans oublier de vous parler du livre magnifique de Bruno Bettelheim, si vous voulez en savoir plus sur les contes, psychanalyse et contes de fées. Voilà, merci, bonne soirée. Je vais boire un petit frappé. Je me sens un petit peu plus en Grèce en buvant mon frappé et je vous dis à bientôt. En tout cas, au mois de septembre, nous reprendrons nos petits moments importants partagés ensemble et j'espère de vive vue, de visu, disons. Bonsoir.